Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très amusant, quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps, c'est partager avec vous mon album de timbres préféré. En fait, au cours de ma carrière, j'ai acheté énormément de collections et j'ai chaque fois un timbre favori que j'ai prélevé dans une des collections que j'ai achetées avant de la revendre ou de la détailler. Et ces timbres, je les ai rassemblés dans cet album, qui est un album Maury. Arthur Maury était un éditeur d'albums de timbres basé à Paris au XIXe siècle et il produisait donc ce genre de magnifiques albums qui sont dans un format un peu inusuel mais qui permettent de bien présenter les timbres puisque les albums contiennent toute une foule d'informations qui à leur tour permettent de situer les timbres et de les présenter au mieux. Ici, on a une map monde, puisque cet album est là, pas indiqué ici, c'est la 11e édition, donc c'est probablement un album édité au début des années 1900. L'album comprend une table des matières, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une table des matières alphabétique, mais plutôt par groupement géographique. Une introduction qui va donner au lecteur une indication précieuse sur la manière peut-être de collectionner ces timbres ou la manière de comprendre la classification adoptée. Un tableau général des monnaies. On n'est pas du tout à cette époque à l'euro, on est encore à l'étalon or. Donc c'est une époque où un franc suisse vaut une drachme grecque, ça a un peu changé depuis. Et puis l'album va parcourir continent par continent le monde entier. Ici encore quelques indications sur la pince à timbre, peut-être sur la manière de fixer les timbres dans l'album. À l'époque, on fixait les timbres à la gomme arabique. Aujourd'hui, bien sûr, on ne le fait plus. Alors ici, à tout seigneur, tout honneur, nous avons le premier timbre émis au monde, c'est le fameux Penny Black en mai 1840. Bientôt réédité en 1841 avec la même image, le même design, mais en couleur brune pour le penny et en couleur bleue pour le 2 pence. Et puis au fur et à mesure de l'évolution des tarifs et du développement du service postal, d'autres valeurs sont apparues. Le shilling qui payait en général le tarif pour les États-Unis, le 4 pence, 6 pence qui payait des services annexes. Par exemple, je pense que le 6 pence, mais il faudrait que je vérifie, payait la recommandation à l'époque. Les 7 timbres ont été sélectionnés dans cet album parce qu'ils sont de très jolies apparences, soit que l'oblitération est bien centrale, soit au contraire qu'elle dégage très fort les vigies, ou ici encore qu'elle est très très centrale sans être trop lourde. C'est un album qui comprend plus de 800 pages, puisqu'on est ici à la page 765, et qui va parcourir le monde entier. L'Angleterre, on retrouve d'émission en émission des designs similaires, des motifs similaires, avec chaque fois des petites variantes. Lettres en couleur jusqu'en 1860, lettres blanches à partir de 1865, petites lettres et puis grandes lettres. Chaque timbre également sera filigrané et les filigranes évoluent. Et alors, une des caractéristiques amusantes des timbres anglais, c'est qu'ils portent des petits numéros, comme ici la lettre de numéro 10, qui indique la planche sur laquelle ils avaient été imprimés, puisqu'il y avait plusieurs planches d'impression pour imprimer une même valeur. Alors, ce numéro 10 va indiquer la planche d'impression, et ces lettres de coin vont indiquer la position du timbre dans la planche, ce qui permettait de localiser assez facilement un timbre abîmé et peut-être de remplacer son cliché d'impression. Ça, ce sont mes préférés, ce sont des timbres télégraphes, pas donc utilisés pour le transport postal, mais pour être placés sur les formulaires télégraphiques, et en général, leurs oblitérations sont très centrales et très distinctes. Le contraste est saisissant entre le timbre télégraphe et le timbre poste.
Quoique, certains postiers faisaient peut-être un grand effort pour avoir une oblitération à la fois claire et centrée. D'autres étaient beaucoup moins soigneux. On voit ici des plus grosses valeurs, 2 shillings 6, 5 shillings, 10 shillings. Pour ceux qui ne sont pas familiers du système anglais, 10 shillings, c'est une demi-livre sterling. Ça équivaut aujourd'hui en pouvoir d'achat à une centaine d'euros. Donc ces timbres-là étaient utilisés pour affranchir des colis qui allaient vers l'étranger en général. Ils avaient alors une double annulation, puisqu'il aurait été tentant de sortir le timbre et de le laver. En général, une oblitération postale, et elle n'est pas présente ici, mais elle a peut-être été une marque au crayon gras. Avec le temps, une chose qui est importante ou amusante à remarquer, c'est que chacun des timbres ne porte qu'un seul sujet, c'est le portrait de la reine, en l'espèce celui de la reine Victoria. On n'a pas encore émis de timbre avec d'autres sujets, c'est toujours la reine. Différentes couleurs pour différentes valeurs, mais toujours le portrait de la reine. 1902, avènement du roi Édouard VII, le portrait de la reine est remplacé par celui du roi Édouard. Les thèmes et les couleurs restent les mêmes, seule la tête du monarque a changé.